Bonjour et merci à la Ligue de m'avoir invité pour ce colloque important sur la laïcité. Alors je commencerai en reprenant un constat de Charles Coutel que je voudrais vous lire, qui rejoint ce que vous avez dit. Il est des mots, des valeurs qui inspirent des combats, de durs combats. Le mot laïcité est de cela. Or ce mot est peut-être en train de devenir le lieu d'un contresens, mais aussi lieu d'un oubli, car il arrive que l'on soit tous d'accord sur une valeur dont on devient incapable de donner une définition claire. Si nous sommes tous d'accord, ne nous créons pas de problème, ne soulevons pas de fausses contradictions. Alors c'est vrai que la laïcité est une valeur largement admise aujourd'hui et pourtant elle est toujours en débat malgré, c'est vrai, l'atténuation des débats et des querelles passées, notamment celles qui concernent l'école privée. Elle est cependant dans une situation assez paradoxale puisqu'elle est acceptée en tant qu'idée abstraite, mais il y a encore moins d'accord sur son sens que par le passé. Et le débat s'est transformé, il est aujourd'hui sur les conséquences de l'option nationale laïque. Or, comme on va le voir, en l'absence de consécration juridique complète des éléments fondateurs de la laïcité, en raison également d'un oubli ou d'un reniement politique de la raison d'être de laïcité, par également son assimilation à nombre de notions qui ne sont pas toutes juridiques, et également par son appréhension par des champs disciplinaires différents. C'est vrai qu'on peut aborder la laïcité en philosophie, en sociologie, on peut évidemment l'aborder en droit. La laïcité républicaine tend à se dénaturer. Elle était fondée initialement sur le principe de séparation, j'y reviendrai, et elle est compromise actuellement par le rapprochement croissant entre le politique et le religieux, le profane et le sacré, le temporel et le spirituel, rapprochement qu'appellent de leur vœu certains contemporains au profit de thèmes à la mode, qui sont la tolérance, le droit à la différence, la communauté, le relativisme culturel, le multiculturalisme, l'inclusion, la diversité. Et ce qui est privilégié très souvent, peut-être trop souvent, au détriment de l'universalité du principe de laïcité, c'est le côte à côte, chacun étant libre de s'organiser en fonction de ses seules croyances et de sa seule culture. On pourrait se poser la question de savoir si on ne va pas vers la formule égaux mais séparés, qui est une formule tragiquement célèbre. L'identification donc du principe de laïcité est aujourd'hui fondamentale parce que l'enjeu des débats est aujourd'hui, et l'objet des débats est aujourd'hui imprécis parce que la définition de la laïcité est elle-même imprécise. On se rend compte que émerge dans l'abondante littérature autour des questions de laïcité, émerge une laïcité nouvelle qui est parée d'adjectifs très élogieux, j'en cite quelques-uns: positive, plurielle, ouverte, tolérante, modérée, apaisée, inclusive. La question étant de savoir si cette conception nouvelle de la laïcité est issue d'une évolution, d'une adaptation jugée nécessaire, ou alors, à l'inverse, est-ce qu'on pourrait considérer que cette nouvelle laïcité est le dépérissement de la laïcité républicaine à travers une remise en cause assez constante du principe de séparation. En tout cas, me semble-t-il, comme vous l'avez rappelé, la laïcité n'est pas celle qui est agitée par ceux qui la nient, l'instrumentalisent effectivement pour crisper les différences au nom d'une pseudo-identité nationale. Et elle n'est pas non plus, me semble-t-il, celle derrière laquelle se cache, comme vous le rappeliez, mais j'insiste, les tenants d'une posture compassionnelle, vectrice d'accommodement, alors raisonnable ou déraisonnable, parce que peut-être qu'ils peuvent être raisonnables, au détriment de l'universalité du message de la laïcité. Donc, identifier, c'est ce que je me propose de faire, identifier et définir la laïcité requiert une approche juridique, car c'est avant tout un principe juridique consacré, aménagé par des textes de droit, avec des conséquences juridiques et placé sous le contrôle de plusieurs juges, le juge constitutionnel, le juge administratif, le juge judiciaire, mais également parfois le juge européen. Et donc le retour au droit est plus que jamais nécessaire si l'on veut non seulement comprendre les enjeux contemporains du principe de laïcité, mais surtout, et en premier, si l'on veut essayer d'apporter des solutions telles qu'un état de droit doit le faire. Donc la laïcité, c'est, pour commencer, une question qui intéresse le phénomène religieux, mais ce n'est pas une question religieuse. La laïcité est une question politique. Elle est instaurée par l'État, elle n'est pas instaurée par l'Église, elle n'est pas un pacte, un contrat, mais un acte unilatéral de la puissance publique. Alors elle a été constitutionnalisée sous la 4e et la 5e République. C'est donc une donnée inhérente à la République. L'article 1er de notre Constitution
précise, la France est une république laïque. Alors, ce qui me paraît important dans cette première approche de la définition juridique de la laïcité, c'est d'insister sur le fait que ce n'est pas la France qui est laïque, c'est la République. On pourrait faire une analogie avec la langue française. Il est indiqué dans l'article 2 de la Constitution que la langue de la République est le français et non pas la langue de la France. Alors ça, c'est important pour circonscrire après le domaine d'application de la laïcité. La République est laïque, ce qui signifie que la res publica, la chose publique, donc la chose commune, est laïque, ce qui signifie que deux éléments d'identification me paraissent fondamentaux quand on aborde la définition juridique de la laïcité, la res publica, la République, mais également l'intérêt général, c'est-à-dire la notion de service public. Et pour reprendre professeur Gros, il écrit « Le contenu de la règle synthétique de laïcité procède du retrait progressif par l'État républicain de tout caractère confessionnel à l'organisation des pouvoirs publics et des services publics. Autrement dit, la laïcité découle de la sécularisation de l'État et des services qui s'abstiennent de venir en aide à telle ou telle confession afin de respecter la liberté de conscience de tous les citoyens. » Donc je vous propose deux éléments d'identification fondamentaux pour définir la laïcité, la notion de république, donc la laïcité de la République, et ensuite la laïcité du service public. S'agissant d'abord de la laïcité de la République, alors elle ne s'est pas établie en un jour, quand les constituants en 46 ou en 58 décrètent dans le premier article de la Constitution que la République est laïque, elle est la résultante d'une longue évolution, d'une maturation progressive qui est inscrite dans le processus de sécularisation de la société et de l'espace public. Alors, il y a deux grandes étapes rapidement qui jalonnent la construction juridique de la laïcité. La première étape aboutit, alors elle part de 1789, de la Révolution, elle aboutit à la loi de 1905, dont on a dit que c'était la loi qui fait la laïcité, la loi de laïcité. Et la seconde étape est constituée par la constitutionnalisation de la laïcité en 1946 et en 1958. Et le droit public fait de deux propositions la charpente du principe de laïcité, à savoir la religion est sortie de la sphère publique pour se cantonner dans son domaine sans ingérence au niveau temporel, et à l'inverse, l'État s'interdit toute immixtion dans l'ordre spirituel. Alors je vais reprendre et insister un petit peu plus sur la première étape, parce que c'est celle qui a fondé et qui a posé les bases du principe de laïcité. La Révolution et 1905. Alors, la Révolution de 1789, elle est fondamentale dans la construction du principe de laïcité, dans le sens où elle a apporté deux choses très importantes. La première, c'est la laïcisation à la fois de l'espace politique et la laïcisation de la société. Laïcisation de l'espace politique, c'est lorsque l'on passe d'une monarchie absolue de droit divin à une monarchie constitutionnelle. Le monarque n'est plus, en 1789, le vicaire de Dieu sur terre, le monarque est le représentant de la nation. Donc là, on assiste à cette laïcisation de l'espace politique. Parallèlement, la laïcisation de la société, qui commencera juste en 1789, c'est le fait que l'État, petit à petit, va gérer des activités, notamment l'enseignement ou l'aide sociale, qui étaient auparavant sous monopole de l'Église. Ça, c'est le premier rapport. Le second apport, qui est, je crois, le plus important, ce sont les deux grandes libertés qui seront données en 1789 et en 1791. 1789, c'est bien évidemment la liberté de conscience, et 1791, c'est la liberté de culte. Ces deux grandes libertés sont fondamentales. Si je reprends l'article 10 de la Déclaration de 89, il est libellé ainsi « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». Alors cette expression « même religieuse », c'est important, le professeur Rivero écrivait que l'adverbe « même » montre à quel point la liberté en matière religieuse faisait figure de nouveauté. Et si on s'arrête un petit peu sur cet article 10, on se rend compte que déjà, il opère la séparation entre les opinions, donc même religieuses, qui relèvent de la liberté individuelle, et de l'autre côté, l'ordre public, qui, lui, ne doit pas être troublé par la manifestation de ses opinions. Et il est remarquable que dans la déclaration de 1789, cet article 10 soit la seule disposition qui mentionne l'ordre public. Le faisant à propos de la liberté de conscience, il induit forcément, à mon sens,
une distinction déjà entre la sphère publique et la sphère privée. En distinguant, ça c'est aussi une autre remarque que l'on peut faire sur cette déclaration de 1789, je vous rappelle que c'est une déclaration qui est une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc en distinguant d'un côté les droits de l'homme et de l'autre les droits du citoyen, on a déjà en germe la distinction entre l'État d'un côté et la société civile de l'autre. Et donc le principe de la future laïcité est déjà en germe dans la déclaration de 1789. Donc l'apport de 89 est fondamental. Par la suite, je vais vite à 1905, alors cette grande et belle loi de 1905, dont le titre est le suivant, loi de séparation des églises et de l'État, ne mentionne jamais dans son texte la séparation, ne mentionne jamais l'État et la République, ne mentionne jamais les églises, mais mentionne les cultes. Elle pose, alors je reprendrai que les deux premiers articles qui sont les plus importants. Dans son article premier, la loi reprend ce que la déclaration de 1789 avait déjà posé, c'est-à-dire que la République garantit la liberté de conscience et la liberté de culte. Ça, c'est absolument pas une nouveauté, on l'avait déjà depuis 1789. En revanche, l'article fondamental, c'est l'article 2, qui pose que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Alors cet article est souvent mal compris, notamment la question de la non-reconnaissance. La non-reconnaissance en droit public et en droit en général ne signifie pas que la République ignore les cultes. La non-reconnaissance signifie en droit que les cultes, le fait religieux cesse d'être un fait public, ils deviennent désormais un fait privé, c'est-à-dire qu'il est basculé dans la sphère privée. C'est très important. Le fait religieux, la religion étant basculé dans la sphère privée, les cultes sont donc à égalité. C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si dans la réalité les cultes sont égaux, ce n'est pas le cas. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas mon propos. À partir du moment où le fait religieux est basculé dans la sphère privée, l'État ne le subventionne plus, c'est-à-dire que le culte n'est plus un service public. Et c'est vrai qu'il faut comprendre 1905 par rapport au régime des cultes reconnus, mis en place par Napoléon avec le Vatican, de 1801. Avant 1905, il y avait 4 cultes reconnus, ce qui signifie que les 4 cultes étaient pratiquement des services publics gérés par des établissements publics avec des ministres du culte rémunérés par l'État. 1905, la rupture, elle est là, c'est-à-dire que la République bascule le fait religieux, bascule les cultes dans la sphère privée. Mais, article 1, la République est obligée de garantir la liberté de culte. Donc, la République a dû créer un outil juridique, un instrument juridique pour permettre au culte de s'organiser. Et la non-reconnaissance, ça signifie ça, c'est-à-dire que l'outil juridique pour que les cultes s'organisent ne peuvent plus être des outils de droit public, ce sont des outils de droit privé. D'où la création, au début du XXe siècle, des associations cultuelles, des associations diocésaines pour le culte catholique, des congrégations et bien sûr la loi de 1901 qui crée les associations. On sait que les mouvements religieux, quels qu'ils soient, peuvent se fonder sous forme associative. Donc c'est ça le véritable changement en 1905. Le fait que l'outil juridique pour l'existence des cultes qui est donné, qui est créé par la République, n'est plus un outil de droit public, mais est un outil de droit privé. Donc rien à voir avec l'ignorance des cultes. C'est juste une question d'encadrement juridique pour que les cultes existent. Alors c'est vrai que cette loi a été perçue comme une décision agressive à l'égard du catholicisme. Elle a été revue, elle a été adaptée sur certains points pour l'Église catholique, mais le seul élément, c'est pour ça que je disais que la laïcité est une question politique et c'est un acte unilatéral, le seul élément qui n'a pas souffert de compromission de la part du gouvernement, c'est le principe de séparation. Deuxièmement, lorsque l'on parle de cette séparation, il s'agit en réalité beaucoup plus d'une séparation entre l'État et la société civile qu'entre l'État et les religions. Par cette séparation, l'État achève de se constituer comme tel, avec la possibilité pour les cultes de se développer librement dans la société civile. Et c'est vrai, vous l'avez rappelé, la loi de 1905 a donné à l'Église et aux cultes en général une liberté qu'ils n'ont absolument jamais connue. De son côté, l'État est neutre, c'est-à-dire qu'il ne professe au nom de la nation aucune foi, n'adhère à aucune religion, ne donne investiture à aucune Église et ne professe pas non plus l'irreligion, c'est-à-dire que l'État reste en deçà de l'option religieuse.
Alors, encore sur cette loi de 1905, le principe de séparation n'est mentionné que dans le titre de cette loi de 1905, ce qui m'amène à penser qu'il faut lire les principes des 2 premiers articles à la lumière de principes de séparation. Alors, ce qui s'est passé, c'est que très souvent, les principes de 1905 sont lus de façon séparément. Il me semble qu'il faut lier tous les principes de 1905 et les lire à la lumière de la séparation. Autrement dit, la non-reconnaissance des cultes, qui postulent donc leur égalité, dans le cadre de la séparation, permettent la liberté de conscience et la liberté de culte. C'est-à-dire que l'objectif premier de cette loi de 1905 et donc de la laïcité, c'est toujours et ce sera toujours la protection de la liberté de conscience, la protection de la liberté de culte, à la condition que cela se fasse par la séparation entre les 2 sphères, la sphère publique et la sphère privée. Et donc, en ce sens, la loi de 1905 établit le principe de laïcité, mais une laïcité très particulière, c'est la laïcité séparation, qui est finalement la matrice de tous les grands principes qui sont inscrits dès les 2 premiers articles de la loi. Alors en doctrine, on s'est posé la question pendant très très longtemps, il y a eu un débat doctrinal très important pour savoir si la loi de 1905 était une source juridique de la laïcité de la République. Il y avait beaucoup d'auteurs qui pensaient qu'elle n'était là que pour déconfessionnaliser l'État et d'autres qui pensaient effectivement qu'elle était à la source du principe de laïcité. On a eu une amorce de réponse en 2013, donc c'est pas vieux. Le Conseil constitutionnel, dans une décision de février 2013, confirme, comme le Conseil d'État l'avait fait en 2004, que la loi de séparation est la clé de voûte de la laïcité. Et pour la première fois dans cette décision de 2013, le Conseil constitutionnel reconnaît 2 grands principes de 1905 comme éléments fondateurs du principe de la laïcité de la République. Ces 2 grands principes sont le libre exercice des cultes et la non-reconnaissance des cultes, qui postulent forcément le fait qu'ils ne sont pas salariés. Donc quand la décision est sortie, on s'est dit, ça y est, enfin, on va avoir un juge constitutionnel qui va nous donner une définition de ce que c'est que la laïcité. Donc dans un premier temps, on a cette consécration de 2 des principes de 1905. Mais ensuite, on déchante vite, puisque le Conseil constitutionnel ne poursuit pas sa construction jurisprudentielle. Il omet, je peux absolument pas vous dire pourquoi juridiquement, parce qu'il n'y a aucune raison juridique, me semble-t-il, il omet le premier message de la loi, qui est la liberté de conscience. Il omet également l'interdiction de subventionner les cultes, qui est quand même inscrit dans l'article 2 de la loi de 1905, et il omet également le principe de séparation. Donc en 2013, il prend 2 principes de la loi pour nous dire que ce sont des principes fondateurs du principe de laïcité, et puis il laisse de côté le fait que la République ne subventionne aucun culte. Il omet également la liberté de conscience et il omet le principe de séparation. Donc actuellement, juridiquement, le Conseil constitutionnel n'a pas construit ce principe de laïcité de façon complète, ce qui pose énormément de difficultés par la suite. Par exemple, le fait que le Conseil n'ait pas consacré le principe de non-subventionnement des cultes va permettre au Conseil d'État de poursuivre dans la voie qu'il a ouverte à partir de 2011, tout ça c'est très nouveau, de subventionner, de permettre aux collectivités publiques de subventionner certains projets, certaines activités qui certes ne sont pas à proprement parler cultuelles, qui sont culturelles, mais qui frôlent parfois l'activité cultuelle. Donc là, il y a juridiquement quelque chose qui pose problème. Dernière remarque sur cette décision de 2013, le Conseil constitutionnel a présenté la laïcité comme une liberté. Alors, juridiquement, la laïcité n'est pas une liberté. La liberté dont il est question quand on parle de laïcité, c'est la liberté de conscience et la liberté de culte. Il y en a 2. La laïcité, c'est une organisation, un principe d'organisation des pouvoirs publics, des services publics, dont l'objectif est la protection de la liberté de conscience et de la liberté de culte. Par la suite, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de se prononcer sur cette question, notamment s'agissant de cette distinction sphère publique, sphère privée. Alors, je vais m'appuyer. Il y a plusieurs décisions du Conseil constitutionnel qui ne concernent pas, à proprement parler, le principe de laïcité, mais qui concernent le principe d'application
de cette langue française, cette langue de la République qui est le français. Et à l'occasion de plusieurs décisions, c'est une jurisprudence constante, il a déterminé ce que signifiait juridiquement la sphère publique. Alors la sphère publique, je cite, c'est la sphère des personnes morales de droit public et la sphère des personnes morales de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public. Donc la sphère publique n'est absolument pas réduite juridiquement à la sphère intime, comme on le lit très régulièrement. La sphère privée, c'est la sphère de la société, à l'intérieur de laquelle les individus sont libres, mais également les groupes. C'est-à-dire qu'on confond souvent intérêt général et intérêt collectif. L'intérêt général, c'est l'intérêt du service public. L'intérêt collectif se situe dans la sphère privée, qui n'est pas réduite à la sphère intime, mais qui est la sphère sociétale. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est très stricte sur cette définition, c'est celle-ci qui existe en droit. Et donc la laïcité ne s'applique qu'à la sphère publique, c'est-à-dire celle des services publics et des administrations. Tout le reste est considéré juridiquement comme la sphère privée. Ça me paraît important d'insister parce que je pense qu'il y a souvent des erreurs qui sont faites sur la notion de sphère privée. Et c'est une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel qui s'explique par le fait, là aussi je cite une décision de 99 du Conseil, qui s'explique par le fait que les principes fondateurs qui fondent la République, à savoir les principes inscrits dans l'article 1er, République démocratique, sociale, indivisible, ainsi que les symboles de la République qui sont inscrits dans l'article 2 de la Constitution, donc les principes fondamentaux qui fondent la République, s'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs, donc de la sphère privée, s'oppose à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, définis par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance. Donc juridiquement, cette séparation entre sphère publique et sphère privée est fondamentale et elle entraîne énormément de conséquences quant au champ d'application de la laïcité, mais quant au champ d'application aussi d'autres notions, par exemple celle de la langue française. Donc la frontière établie entre ces deux sphères, intérêt général et sphère des intérêts privés, qu'ils soient individuels ou collectifs, elle est essentielle pour la protection des libertés. La République ne sépare pas pour séparer. Elle sépare parce qu'elle considère, et ça c'est notre histoire, elle considère que c'est le meilleur moyen pour respecter, pour faire en sorte que la liberté de conscience, d'expression et la liberté de culte soient respectées. On n'est pas dans une dictature. Dans une dictature, il n'y a pas de séparation entre la sphère privée et la sphère publique. Donc ça, c'est le premier élément important, me semble-t-il, la laïcité de la République. Je serai beaucoup plus rapide, parce que je ne vais pas avoir trop le temps, sur la laïcité du service public, rapidement. Alors, si je cite professeur Simon, il est tentant de penser que les théories du service public ont pour objet la légitimation d'un État qui n'est autre que l'État républicain, que le droit administratif, dont le service public est le fondement, est substantiellement un droit administratif républicain. Donc la République, ce n'est pas un régime politique comme un autre. Elle nécessite, parce que c'est le bien commun, parce que c'est la chose commune, elle nécessite la mise en place de services publics. Je ne reviendrai pas sur l'histoire. La Troisième République, notamment, a eu une action très importante dans la formation, la fondation de nombre de services publics. Je ne vais pas tous les citer. Et surtout avec les lois Ferry. On le sait, la laïcité est rentrée par l'école, elle est rentrée par la société, par cette laïcisation de la société qui était déjà en germe en 1789. Il y a eu une action très importante de la Troisième République sur la mise en place de ces services publics. Et la laïcité donc, de la République est un principe d'organisation qui implique la neutralité du service public. C'est vrai qu'on parle souvent de laïcité du service public, mais c'est plus la laïcité de la République qui entraîne la nécessaire neutralité du service public. Là encore, le Conseil constitutionnel en 2004 explique que la laïcité de la République interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est très important, cette décision. Ça signifie que l'égalité devant la loi des citoyens, mais également l'égalité des usagers devant les services publics, sans considération des identités particulières de chacun, quelle qu'elle soit, est la condition de l'existence de la communauté nationale. Autrement dit, selon le Conseil constitutionnel, la laïcité interdit le communautarisme, c'est-à-dire la reconnaissance de droits collectifs
à des groupes, notamment des groupes religieux. Et cette exigence constitutionnelle se traduit en droit administratif par le principe de neutralité des services publics. C'est là où je ne m'arrêterai pas, on pourra en discuter, mais la neutralité des services publics, elle est fondamentale, elle concerne toutes les opinions, et pas uniquement les opinions religieuses, et elle impose également une obligation de neutralité des agents publics, et de façon plus générale, une neutralité de tous les agents qui participent à l'exécution d'un service public. Donc voilà, me semble-t-il, l'approche juridique que l'on peut avoir, que l'on a, que j'ai du principe de laïcité. Ceci étant, le cadre de la laïcité n'est pourtant pas sécurisé. D'un côté, on a les principes et de l'autre, on a les contingences. Et on se rend compte que l'évolution du principe de laïcité, depuis sa constitutionnalisation, donc depuis 1946, depuis 1958, est allée dans le sens de son atténuation, de son adaptation à l'environnement social. Et cette évolution a conduit à limiter la portée du principe de séparation, qui est pourtant fondamental dans la définition de ce principe. Et donc l'apparition d'adjectifs accolés au terme laïcité est significative de cette évolution. Et cette adjonction d'adjectifs, cette laïcité adjectivée, tend à considérer davantage, me semble-t-il, la pluralité que la res publica, que la chose commune. L'apparition donc d'une nouvelle laïcité, d'une laïcité plurielle, pour reprendre donc le terme employé par la Ligue de l'enseignement en 1986, fondée sur les notions de neutralité positive, de pluralisme, est une laïcité qui tend à intégrer les faits religieux, les manifestations des croyances religieuses dans la sphère publique et qui rejette une laïcité qualifiée d'uniforme parce qu'elle n'accepte pas, ou du moins elle est accusée de ne pas accepter le pluralisme. Et donc cette laïcité plurielle est une laïcité renouvelée dans le cadre d'une démocratie pluraliste, mais on n'est plus dans le cadre républicain. La République, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la République. Le débat qui est présenté comme étant un débat entre deux conceptions de la laïcité est un débat qui est devenu très juridique. Deux ordres se retrouvent en présence, l'ordre juridique et l'ordre religieux. Et comme l'explique le recteur Durand-Primborgne, le droit ne peut échapper à l'affrontement entre une laïcité qui exprime un combat philosophique et politique permanent contre le cléricalisme et tout intégrisme, et celle qui entend s'ouvrir aux enrichissements culturels par l'acceptation des différences. Alors plusieurs arguments juridiques ont été invoqués pour soutenir soit une conception de la laïcité, soit une autre. À l'appui de la laïcité plurielle, on peut invoquer, on a entendu des arguments tirés du droit international. La France est engagée dans plusieurs traités, dans plusieurs conventions, à respecter la liberté religieuse, également à travers son adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme. Mais là encore, c'est une erreur, parce que si on regarde la jurisprudence de la Cour européenne, en 2008 notamment, elle a rendu un arrêt dans lequel, je cite, « Elle a présenté la laïcité française comme un concept autour duquel la République française s'est construite, dont les prémices résident dans l'article 10 de la Déclaration de 89, les lois Ferry, et dont la véritable clé de voûte est la loi du 9 décembre 1905, dans ses deux premiers articles. » C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui décrit la laïcité française comme étant fondée sur ces éléments-là. Le droit interne également fait une place de plus en plus grande, on le verra peut-être par la suite, à la religion, dans sa dimension sociale notamment. Et quand on analyse le rapport entre droit et religion, en analysant notamment la jurisprudence, le constat peut être fait, alors là je cite le professeur Koubi par exemple, que la laïcité devient le lieu d'une conciliation entre l'ordre juridique et la liberté d'opinion, de la pensée à l'expression, de plus en plus ouverte sur la prise en compte des phénomènes collectifs. Professeur Ségur, la laïcité devient alors synonyme de libre expression multiculturelle et multireligieuse. Toutefois, les règles religieuses ne peuvent pas être surévaluées par rapport aux règles de droit, au risque de voir les particularités religieuses se substituer à la généralité de la norme commune. C'est ainsi que, me semble-t-il, la laïcité plurielle n'est qu'une dénaturation de la laïcité républicaine. L'État doit fixer les limites à l'extériorisation des pratiques religieuses, au risque de ne plus être un État séparé des cultes. La confusion des ordres juridiques et religieux peut porter atteinte à l'unité du droit et peut porter atteinte à son rôle de pacification
ce qui était, je vous le rappelle, l'objectif assigné en 1905 aux législateurs. Sur cette question, je mentionnerai juste une idée, une phrase de Robert Badinter. « Méfions-nous des adjectifs, ils sont l'acné du style et servent trop souvent à cacher des arrière-pensées plus qu'à préciser la pensée. Tenons-nous-en au terme de laïcité, tel qu'en elle-même, la République l'a forgé au long des temps. » Troisième point, les enjeux contemporains. Alors, il existe plusieurs enjeux contemporains. Il me semble que c'est une question de frontière. Tout est une question de frontière. Premier enjeu, la frontière entre la sphère publique et la sphère privée est fragilisée. Elle est fragilisée, tout d'abord, lorsque la sphère privée, vous l'avez rappelé, en appelle à l'application de la laïcité républicaine. Je pense au contentieux Babylou, je pense aux nombreuses entreprises voilà, qui en appellent au principe de laïcité et qui n'en appellent pas au principe de laïcité plurielle, qui en appellent bien au principe de laïcité-séparation pour faire en sorte que l'affichage religieux, notamment, reste dans la sphère privée. Il faut bien que la laïcité ait quelques vertus pour que la sphère privée à laquelle elle ne s'applique absolument pas en invoque les principes. Ensuite, brouillage des frontières, fragilisation des frontières entre sphère publique et sphère privée, lorsque la sphère publique elle-même n'est plus protégée des expressions particularistes. Alors c'est vrai qu'à l'intérieur du cadre défini par la loi, notamment en 1905, la pratique administrative, la pratique des gouvernements, la jurisprudence ont pu mener à l'égard des cultes une politique bienveillante, de collaboration et qui, parfois, dans certains domaines, ont donné lieu à des solutions négociées. Concernant les services publics, là encore, beaucoup de questions se posent. Comment déterminer, par exemple, la frontière entre la règle générale et la mesure discriminatoire qui est nécessaire à la liberté de conscience? Comment faire la différence entre, comment faire la différence entre une différence qui justifie une inégalité de traitement et celle qui ne la justifie pas? Et les services publics, notamment, qui offrent des prestations intellectuelles, culturelles, sont particulièrement touchés par ces questions-là. On pense bien évidemment à l'école. Et la laïcité scolaire est un sujet qui est sans cesse renouvelé. On le sait qu'il y a des désaccords laïques très profonds sur cette sphère laïque scolaire. Et le débat oppose depuis des années, depuis la fin des années 80, les partisans, là encore, on retrouve cette divergence entre une laïcité scolaire plurielle, c'est-à-dire celle d'une école ouverte sur la société, et puis les partisans d'un modèle juridique républicain d'une école séparée de la société civile. Et donc la laïcité scolaire, elle est sans cesse interrogée, et les réponses juridiques, surtout, n'ont pas toujours été données. Je donnerai juste comme enjeu contemporain sur cette laïcité scolaire quelques points qui nécessitent débat et auxquels on n'a pas donné de solution juridique. C'est la question de la neutralité des parents accompagnateurs dans des sorties scolaires. C'est également la question du port des signes d'appartenance religieuse à l'université. C'est aussi la question du monopole de la collation des grades dans l'université. Toutes ces questions-là sont ce sont des enjeux contemporains auxquels le droit n'a pas totalement répondu. Pour juste une remarque, pour cette question de la neutralité des parents accompagnateurs, il faut savoir que le TGI, le tribunal de grande instance de Tarbes, en décembre 2014, a validé une décision d'une école confessionnelle catholique à Tarbes d'imposer la neutralité à tous les parents d'élèves, à absolument tous les parents d'élèves, quelle que soit la situation où ils se trouvent, c'est-à-dire même quand ils viennent chercher leurs enfants à l'école. Donc, c'est quand même un problème. L'école publique n'arrive pas, ne peut pas, ne veut pas, là, il faudra en discuter, à imposer la neutralité religieuse aux parents juste dans le cadre d'une association et une activité d'enseignement qui est les sorties scolaires. L'enseignement catholique peut le faire au nom du caractère propre. Ensuite, deuxième type d'enjeu, ce sont les frontières territoriales. Il me semble que la laïcité connaît des frontières territoriales, et là encore, on assiste à une défection progressive du traitement juridique du principe de laïcité. Les réponses politiques sont faibles, il y a énormément de flou juridique. Les réponses se veulent pragmatiques, efficaces, concrètes, mais on se rend compte que les réponses figurent de plus en plus dans des circulaires, des rapports, des études, c'est-à-dire dans des textes qui n'ont absolument aucun caractère contraignant, qui n'ont aucun caractère normatif, et ce sont des textes qui appellent à l'invitation, à l'incitation, à l'accommodement,
De toute façon, tout l'ensemble du droit public connaît ce genre d'évolution actuellement. On est dans une soft law, un droit mou totalement, comme si ce qui était contraignant ne devait plus être mis en place. Et donc ces frontières territoriales de la laïcité se traduisent à travers deux grands mouvements. Ce que j'appelle moi une territorialisation du principe de laïcité. C'est que la laïcité, c'est un principe constitutionnel qui devrait s'appliquer sur l'ensemble du territoire, et on se rend compte que les collectivités territoriales, notamment, sont de plus en plus amenées à répondre, et elles ne savent pas trop souvent comment le faire, à des demandes d'expression religieuse dans la sphère publique, et de nombreuses difficultés donc, apparaissent au niveau donc, des hôpitaux, des services publics locaux. Parfois, des accommodements vont être possibles parce qu'il n'y a pas de normes. Je pense à la restauration scolaire, je pense aux demandes de réservation de créneaux horaires dans les piscines municipales, mais parfois, alors même que la norme existe, des incitations sont proposées par le ministère. Là, je pense à la question de la neutralité des cimetières. Il y a une règle, il y a une norme, il y a une loi qui parle de la neutralité des cimetières, mais le ministère de l'Intérieur, la dernière circulaire date de 2008, incite les maires à créer des carrés confessionnels. Et dernière chose, des limites territoriales. Bien évidemment, la loi de 1905 ne s'applique pas, vous le savez, dans certains territoires de la France, qui sont les territoires oubliés ou perdus, je ne sais pas, de la République. Donc en Alsace-Moselle, le blasphème existe, encore, vous le savez, même si on ne peut blasphémer que Dieu. Non, pardon, oui, c'est une erreur. On peut blasphémer Allah, mais pas Dieu en Alsace-Moselle. Donc il y a bien évidemment un problème d'inégalité. Je voudrais juste terminer en guise de conclusion pour dire que la laïcité n'est pas d'emblée une question juridique, même si c'est un principe juridique. Elle est d'abord une question politique, puisqu'il s'agit d'assurer, je cite Alain Bergogneau, il s'agit d'assurer une souveraineté propre de l'État, condition historique de l'autonomie des individus, capables d'user librement de leurs raisons. Le fait religieux existe, encore heureux qu'il existe, mais il doit rester un fait, sans portée politique. Il ne peut et ne doit être ni persécuté, ni reconnu, ni idolâtré. La République laïque exige des religions la renonciation à leurs prétentions politiques. Elle ne leur porte pas atteinte. Elle n'est pas hostile à leur expression sociale, car elle ne s'en prend, vous reconnaîtrez, je cite Henri Pénard-Ruiz, elle ne s'en prend qu'à la prétention des religions ou des idéologies particulières de toutes sortes de régenter les consciences par le biais des fonctions publiques. Et donc en cela, la laïcité est un combat contre le dogmatisme et contre tout cléricalisme qui réapparaît dès qu'un groupe particulier, une minorité, une communauté tente d'imposer ses intérêts, ses convictions, ses différences à l'ensemble de la nation. Et le cléricalisme économique, le cléricalisme social ou culturel peuvent être aussi menaçants qu'a pu l'être le cléricalisme religieux. Je voudrais terminer quand même avec Ferdinand Buisson, cofondateur de la Ligue de l'enseignement, qui résumait et qui exprimait l'enjeu ainsi: le cléricalisme ne se mesure pas à l'étendue plus ou moins restreinte de la prison où il enferme l'esprit humain, il consiste à l'emprisonner. On devient clérical à l'instant précis où l'on incline sa raison et sa conscience sous une autorité extérieure qui s'arroge et à qui l'on reconnaît un caractère divin. Quiconque accepte un credo renonce à être un homme libre penseur pour devenir un croyant, c'est-à-dire un homme qui nous prévient qu'à un moment donné, il cessera d'user de sa raison pour se fier à une vérité toute faite qu'il ne lui est pas permis de contrôler. Et donc, la laïcité, elle s'est forgée à travers un combat sans cesse recommencé, et c'est pour ça que je tenterai peut-être de revoir, d'apporter un bémol au titre, des combats fondateurs aux enjeux d'aujourd'hui. Peut-être qu'il faudrait aussi se demander si on ne pourrait pas parler des combats fondateurs aux combats d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.